la barbe s'est imposée dans toutes les couches de la société. De l'étudiant au banquier, du rappeur au rocker, ils l'ont tous adopté. Le poil est devenu la passion des hommes et les salons des barbiers, leur nouveau QG. En tête de la confrérie des barbus, deux figures polémiques ont fait couler beaucoup d'encre, le hipster et le salafiste. Leurs barbes interrogent chacune à leur manière les troubles de l'identité de ces messieurs, comme si les hommes avaient quelque chose à nous cacher. La barbe, à travers les âges, a été magnifiée, mais souvent, elle a été critiquée comme cachant quelque chose. Comme les jeunes, quand ils peuvent porter un bonnet ou une capuche, quand on porte la barbe, ça change tellement le visage, donc on peut regarder les gens sans être perçu complètement. Le visage est le siège inaliénable de l'identité d'un individu. Donc il y a une espèce de paradoxe à se dire qu'on construit son identité en cachant en partie, une grande partie, au moins toute la moitié basse du visage, avec des poils. Au poker, vous ne savez jamais quel joueur vous avez en face de vous. À l'heure où les femmes sont devenues mères si mamans des hommes comme les autres, que signifie la réapparition de la barbe? Les mâles traversent-ils une crise passagère ou préparent-ils une contre-offensive virile inattendue? Bonjour à tous, vous les avez peut-être déjà remarqués dans la rue, vus dans les magazines People ou à la télévision, des hommes d'un genre nouveau ont fait leur apparition dans notre univers. On les appelle les hipsters. Leur particularité, arborer une barbe extrêmement fournie qu'ils bichonnent comme un animal de compagnie. Je peux toucher? Ah ouais, mais après il y a des risques. Ouais. Pourquoi je prends des risques? Pourquoi toucher la barbe alors que nous on touche jamais les cheveux en fait? Vous pouvez me toucher les cheveux si vous voulez. Ah non, non, nous on touche la barbe, on touche les seins donc... La mise en parallèle barbe-sein, ce que ça construit, c'est la sexualisation de la barbe. C'est l'idée de l'objet sexuel, érotique et potentiellement tabou, qu'on ne touche pas comme ça. Alors je peux pas toucher, non. Pour vous, je vais faire une exception quand même. Non, je mets derrière le dos. Attention, hein. Du côté des femmes, il y a de la pilosité, mais elle doit être cachée, puisque c'est la pilosité pubienne. Mais tout à coup, le poil masculin, comme une analogie, une métaphore de ce pubis inaccessible, lui s'expose. Et effectivement, Evelyne Thomas, elle veut toucher, elle va commenter, et on sent bien là qu'il y a une charge érotique de ce poil exposé. Oh. Ah, c'est doux. Ah mais après voilà, c'est tout, c'est foutu après. Dans notre esprit, évidemment, la barbe est liée à l'homme. Mais quel homme? C'est l'homme viril, l'homme de la maturité, c'est-à-dire l'homme qui est en capacité d'engendrer. Et il y a donc un lien dans la médecine ancienne entre la barbe et d'autre part les testicules. Déjà dans la Grèce antique, on pensait que le sperme stocké dans la tête s'évacuait sous forme de poils de barbe après l'acte amoureux. Pourquoi pas? Bon, aujourd'hui, on est revenu de ce concept créatif. Mais la barbe semble toujours exercer un pouvoir de fascination auprès de ces dames. Do women like men with beards? Yes, absolutely. 100%. It makes them look distinguished, they know who they are, they're not afraid to try something different. Yeah, I think so. I think they look slightly sexier with beards. It's like a rugged, like authentic look for most men, and I think it's nice. Yeah. Yes, I like it. Yeah, I think they have class. I don't think if you can say it in English, but in France we like men with a beard. I gotta get out of here. Which way? Ce serait donc pour plaire aux femmes que près de la moitié des mâles français auraient adopté le poil, se donnant une allure rebelle et un peu négligée. Et pourtant, il n'y a pas si longtemps, le glamour masculin était incarné par un homme bien différent, le métrosexuel. Un homme aux joues rasées de près, coquet à souhait et qui adoptait des rituels beauté longtemps attribués aux femmes. La jante féminine n'a plus le monopole du temps passé devant le miroir. Pour s'en persuader, il suffit de constater le développement des gammes de produits esthétiques pour les messieurs, ainsi que les offres croissantes de soins spécifiques dans les instituts de beauté. Nous avons constaté que dans nos spas, la fréquentation masculine avait augmenté de 50%.
que ce soit venir faire des soins du visage et des massages dans nos lieux, mais également la consommation de produits pour entretenir leur peau à la maison. Les métrosexuels sont en réalité les héritiers d'un long bouleversement de l'identité masculine face aux conquêtes du féminisme. Dès les années 80, ces messieurs perdent leur statut de prédateurs en matière amoureuse. Ils deviennent des proies à leur tour. Le macho est mort, vive l'homme-objet. C'est là aussi que le culturisme est à son plus haut niveau, qu'il y a des compétitions, qu'on voit arriver des Schwarzenegger qui deviennent des superstars. On peut faire une carrière juste avec son corps. Les hommes prennent rapidement goût à l'exhibition de leur corps. Ils fréquentent les salles de sport et les professionnels de l'épilation. Ça n'a échappé à personne, ils ressemblent étrangement à l'idéal de virilité que la communauté homosexuelle édifiait 50 ans auparavant sous l'œil du photographe Bob Mitzer. Bob Mitzer, qui est un grand fan de culturistes, va sur les plages de Los Angeles, à côté de Little Venice. Il y a une plage qui s'appelle Muscle Beach, où il y a des agrès, il y a des poids, des choses comme ça. Et t'as un peu tous les mauvais garçons de l'époque, qui sont hétéros, ou des fois homos, ou qui sont tous un peu plus ou moins tapins. Il y en a qui veulent faire carrière dans le porno, il y en a qui veulent réussir dans le cinéma. Ces genres d'images qui sont censés mettre en valeur le corps culturiste, mais en fait c'est de l'homoérotisme dissimulé. Et d'une certaine manière, ils développent toute une image qui est une image qui va être prégnante jusqu'aux années 90. Et le problème, c'est que ça laisse des gens sur le côté, c'est-à-dire les gens qui sont un peu ronds, les gens qui sont petits, les gens qui sont un peu pas pareils, qui sont trop poilus, qui sont pas imberbes et tout ça. Be fabulous, be free, we honor our queens and follow the rainbow which leads to thee. Leads to thee. Hey mountain, be proud on Gay Mountain. Une partie de la communauté homosexuelle finit par se rebeller contre le diktat du corps parfait. Elle renoue avec une masculinité sans artifice qui reprend du poil de la bête sous le signe de l'ours. Dans nos sociétés, les homosexuels sont prescripteurs de tendances. C'est quelque chose de fort que l'on voit aussi bien dans le domaine vestimentaire que dans le domaine de l'apparence. Et là, il y a en effet les Beatles qui apparaissent, si vous voulez, avec ces barbes touffues, qui vont être ensuite comme des modèles proposés à un ensemble beaucoup plus large que les homosexuels. Et avec, à un moment, le moment où eux-mêmes, si vous voulez, popularisent ces barbes, c'est le moment par excellence du lisse. Donc il y a véritablement cette opposition à la tendance dominante à l'époque. Si le lisse est à la mode à l'époque, c'est que la théorie du genre l'est aussi, qui pousse hommes et femmes à gommer leurs antiques différences, cacher ce poil que je ne saurais voir. Il semble que la théorie des genres se soit un petit peu essoufflée dans les années 2010, alors que véritablement c'était un leitmotiv dans les années 2000. Il y a cette idée d'un minimum de différence entre les genres, et là il y a une réactualisation de cette différence à travers le port de la barbe, me semble-t-il, qui connote en effet cette masculinité qui ne serait plus honteuse ou qui ne serait plus déniée, mais qui pourrait s'affirmer de nouveau sans complexe. Grâce aux gays, nous les femmes allions redécouvrir la version hétéro du bear. Il allait devenir le meilleur ami de Brenda, Lily et Babette. Capitaine Carver! Bonjour, je suis là pour acheter des articles de sport. Fast. On y va. Notre capitaine caverne à nous, Sébastien Chabal, semblerait indiquer que les hommes veulent se reconnecter à la part bestiale de leur virilité.
Chabal, c'est un peu le retour, si vous voulez, d'une masculinité guerrière, d'une masculinité qui s'affiche, d'une masculinité qui n'est plus en retrait, comme on pouvait l'être dans les années 90. La barbe du hipster nous indique un retour de l'éternel masculin, un peu différent. Il y a sans doute à travers cette barbe une réaffirmation de la masculinité, c'est-à-dire de la différence, mais pas de la construction de cette différence en inégalité. Une affirmation de la masculinité est d'un côté et une affirmation de la féminité de l'autre. Mais en même temps, l'androgynie, finalement, est plutôt à l'intérieur, où les femmes peuvent accepter leur côté masculin, enfin ce qu'on appelle masculin, et les hommes peuvent accepter leur côté féminin. Mais c'est pas physiquement que ça se voit. Si la barbe permet aux hommes de réaffirmer leur masculinité, elle est devenue chez certains l'objet de tous les soins, comme en témoigne la multiplication des barbiers dans les villes. Le hipster ne serait-il finalement qu'un métrosexuel touffu ? La coquetterie chez les garçons, elle existe. Elle existe à travers le port de cette barbe. On dit que pour les femmes, la parure, c'est ses cheveux. Et bien chez les hommes, la parure, c'est la barbe. On regarde dans les salles de bain aujourd'hui, les hommes barbus ont autant de produits de maquillage ou d'entretien pour la barbe qu'une femme peut avoir pour sa peau et ses cheveux. Un homme un peu métrosexuel, très préoccupé de son apparence, comme pourrait l'être ou comme on attribue aux femmes de l'être, mais un homme aussi en quête d'une virilité plus affirmée, plus manifeste, presque provocatrice, et un homme en quête d'une identité. La barbe, autrefois sauvagement virile et aujourd'hui pomponnée avec soin, serait donc le marqueur d'une mutation de l'identité masculine sous un signe inattendu, l'équilibre. Ce que j'essaye d'exprimer, c'est un certain rapport à la virilité. Je cherche à exprimer une virilité sereine. La virilité sereine, pour moi, c'est l'idée de le masculin qui a trouvé un accord avec le féminin. Donc c'est cette acceptation du féminin en soi. Donc c'est ce que j'essaie d'exprimer avec une pose qui est très, très sereine, avec une certaine sensualité des courbes, qui est un symbole du féminin, et le symbole du masculin qui est la barbe. C'est la figure du père qui ne renie pas la tendresse. Je pense que notre société pourrait... Zemmourienne, qui n'a pas de barbe d'ailleurs, sur le pauvre homme occidental, totalement émasculé, castré, humilié, et qui ne peut plus rien dire de sa virilité spontanée, supposée. Et donc paradoxalement, le barbu, il est aussi ça, suivant qu'il est un hipster, juste un barbu, ou un religieux, ou etc. Il va dire aussi quelque chose de cette virilité conquérante, fière, même si cette virilité peut emprunter à des rituels féminins. Paradoxe donc. Effectivement, c'est un jeu et qu'à la rigueur, ce qui est intéressant, c'est les réactions que ça suscite. Super, génial. C'est génial pour l'Autriche et encore plus pour l'Europe. C'est une parodie, c'est fait rien. Faut voir son nom justement. Conchita, c'est quand même le vagin et c'est la saucisse. Donc déjà, il y a un jeu de mots sur son propre montage. Elle se moque à la fois des barbus qui veulent faire très masculin, puisqu'elle porte sa barbe à merveille. Enfin, il porte sa barbe. Et en même temps, il est très féminin. Donc à la fois, il se moque aussi des drag queens des années 90 qui ont été toutes puissantes et dont le but était vraiment de ressembler à la perfection le plus possible à une femme. On dit que les gens qui portent une barbe ont quelque chose à cacher. Par exemple, j'ai hésité à me raser avant cette interview, mais j'ai trop de choses à cacher. Est-ce que c'est votre cas, Conchita? Oui, j'ai des impuretés sur le menton. Ma barbe les cache un peu. Non, sérieusement. Est-ce que la barbe est un peu le moyen de se couper du monde extérieur, de cacher un secret? Bien sûr, ma barbe affirme quelque chose. Je veux créer un peu de trouble.
Un peu seulement. Oui, je veux faire réfléchir les gens, qu'ils s'interrogent en me regardant. Le genre entend penser l'identité sexuelle comme une construction sociale et non pas comme un donné biologique. Donc l'hybridation des genres qui va s'appuyer sur les signes les plus manifestes, les plus visibles de l'appartenance au monde masculin ou au monde féminin d'un point de vue organique, en effet, Conchita Wurst, elle l'incarne à la perfection. Ça pose une énigme. Ça pose l'énigme de l'ambiguïté sexuelle. Ça pose ce problème qui peut être angoissant pour les hommes comme pour les femmes, et cette angoisse se traduisant d'ailleurs par cette réaffirmation de la masculinité à travers le port de la barbe dans les années 2010. Et donc on voit comment, autour de tels personnages, se cristallisent à la fois les avancées de nos sociétés qui vont moins vers le refus de la différence, et en même temps les... Bien sûr, la barbe n'est pas seulement une parure. Elle est aussi pour certains un signe religieux, celui de l'orthodoxie. Dans toutes les religions, vous avez des gens qui sont des radicaux, c'est-à-dire qui veulent revenir à la racine de la religion, et cela les conduit à survaloriser certains éléments qui vont être des éléments de distinction. Les juifs les plus observants portent des barbes. Les musulmans les plus observants portent des barbes. Les orthodoxes les plus observants portent des barbes. Alors que vous avez des juifs qui ne portent pas de barbe, des musulmans qui ne portent pas de barbe. Donc je dirais que c'est moins un choc des religions qu'à l'intérieur de chacune des religions, des sensibilités qui conduisent à faire véritablement de la barbe, de la chevelure, du voile, bref, de multiplier les prescriptions qui vont témoigner de l'observance radicale et qui vont permettre de se distinguer du voisin qui est plus modéré. Je ne fais qu'appliquer les obligations divines. Pour moi, ce n'est pas une histoire, c'est une obligation que je suis en train d'accomplir. C'est parce que peut-être j'ai ma barbe que j'ai rougie par le hani, ça c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et je suis fier de la faire, la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il dit, alors ne soyez pas comme les juifs. Voilà, parce que les juifs, eux, ils ne changent pas la couleur de leur barbe. Alors donc, on doit les contredire. On doit contredire les juifs et les chrétiens. Donc c'est pour cela que j'ai mis les hennées pour ma barbe afin que je contredise les juifs et les chrétiens. Et je suis fier qu'ils m'appellent Barbie rouge ou non. C'est un honneur pour moi. Moi, je me rappelle le proverbe persan, riche, c'est-à-dire la barbe, hijab et mardom ast, c'est-à-dire la barbe et le hijab et le voile des hommes, si vous voulez, un peu donc un parallèle entre le voile des femmes et la barbe des hommes. Au nom de ces certitudes et sur leur seule interprétation du Coran, les chefs talibans ont fait de la vie des Afghans une longue punition. Ils ont inventé un ministère encore inconnu jusqu'alors, celui du vice et de la vertu. Quand les talibans arrivent à Kaboul en 1996, qu'est-ce qu'ils font ? Ils se mettent à voir si les barbes sont bien abondantes et qu'on puisse la saisir avec les 5 doigts de la main, puisque si quelqu'un veut un emploi, on va essayer de voir si véritablement il est conforme sur le plan pileux et barbu, ou bien s'il transgresse les règles qui sont imposées maintenant. Symbole de la domination masculine, la barbe ne l'est pas seulement aujourd'hui chez les religieux orthodoxes. En réalité, elle l'a été jusqu'à la fin du XIXe siècle partout et même dans notre bonne vieille République française. Les femmes à la maison et les hommes aux commandes dans tous les domaines et en premier lieu évidemment dans la sphère politique. Si vous regardez les tableaux qui ornent d'ailleurs encore les écoles, les mairies, tout ce qui a été peint comme ça à la fin du 19e, où il y a l'émergence de cette Troisième République française, à l'époque, ils portent la barbe. Ils portent la barbe, tous ces dignitaires, ces politiques qui se réunissent entre eux. Et c'est des tableaux emplis d'hommes, effectivement. Et c'est intéressant le côté Troisième République parce que c'était justement ce moment-là où on a vraiment voulu vanter la devise française, liberté, égalité, fraternité. Et évidemment, la barbe vient interroger cette histoire de l'égalité quand il n'y a que des hommes sur scène.
Et au contraire, vanter le fait que Bravo qui se retrouve surtout entre frères, effectivement. Dès que je donnerai le signal en enfilant ma barbe et en me dirigeant vers les marches, tout le monde se met en rang sur les marches. En enfilant des postiches qui imitent des barbes de la Troisième République, les féministes du collectif La Barbe luttent aujourd'hui avec ironie contre la suprématie des hommes dans les lieux de pouvoir. Elles ont déjà frappé au Sénat, au Conseil constitutionnel, mais aussi dans les institutions économiques et culturelles, partout où le port de la jupe est banni. L'objet d'une action de La Barbe, en fait, c'est qu'un groupe de femmes monte sur scène avec une barbe postiche pour, non pas hurler contre la domination masculine, mais au contraire, l'encenser. Messieurs les conseillers, La Barbe vous félicite. Écoutez, vous faites votre déclaration ensuite. Non, c'est maintenant. Après, on sort. C'est moi qui commande ici. La Barbe ou Bravo. Et ça, c'est un peu les panneaux qu'on avait au début, le cinéma des Frères Lumière, le cinéma muet. Et tout ça pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est pour accentuer le côté absolument ridicule de la domination masculine. Le côté absurde de voir ces hommes siéger entre eux, l'entre-soi masculin. Et on essaye, à la fois par l'ironie, donc par la félicitation, mais aussi par ce retour et cette espèce de flashback dans un temps complètement archaïque et has-been, de les ringardiser. Mais si pour les féministes la barbe est toujours le symbole de la domination masculine, en réalité, elle a disparu depuis longtemps des visages, toujours très masculins, de l'Assemblée nationale. Les hommes politiques n'ont plus de poils. Ok. Le poil est partout dans la société. Le constat, de manière concrète, sans analyse, c'est que nos représentants, nos politiques, ne nous ressemblent plus. Ne nous ressemblent plus. On n'a pas la même densité de poils sur le visage. Donc, cette fracture qu'on a longtemps évoquée, et en France c'est un grand classique, cette fracture entre le peuple et ses élites, elle apparaît clairement là. Elle apparaît clairement avec le poil. Si l'on fouille plus profondément dans sa toison, la barbe est peut-être le signe d'une rupture générationnelle. Autour de la table, la nouvelle barbe d'Emmanuel Macron. Dès la sortie, lors de la marche vers l'Elysée, le détail a été remarqué. Monsieur Macron, nouveau look pour cette nouvelle année. Il a réussi beaucoup de com', c'est parfait. Une expression très 19e siècle, très période romantique, sur la jeunesse, qui critiquait les vieilles barbes. Les vieilles barbes, les barbons, les vieux cons, quoi. Eh bien, ces vieilles barbes n'ont plus de barbe. Donc, pour bien montrer la différence, c'était génial de se laisser pousser une petite barbe. Comme ça, juste pour faire genre, hop là, regardez. C'est quand même un clin d'œil très très fort à toute une partie de la population. Des jeunes qui portent la barbe, des vieux avec des joues lisses comme des bébés. Drôle de monde. Pourquoi la jeunesse convoque-t-elle aujourd'hui les signes traditionnels de l'âge mûr ? Pas Tom. Tom. Au moins, vous avez une très belle voiture. Et vous avez une très belle fille. Vous voyez, moi j'approche la cinquantaine, je suis resté fidèle au glabre de ma jeunesse. Mais je constate que comment ce sont des jeunes aujourd'hui qui sont barbus plus que mes collègues, qui ont mon âge ou plus âgés que moi, alors que pendant longtemps on associait la barbe forcément aux vieillards. Dans toutes les civilisations, c'est-à-dire qu'on prenne Moïse, Homère ou même Confucius, oui, il a moins de poils, mais il a une sagesse, c'est la barbe. La barbe est non seulement l'apanage des sages, mais aussi des empereurs et des divinités. Derrière elle se cache la figure du père, même à l'heure de la famille recomposée. Ça a été avec ta mère cette semaine? Ouais. Et t'as fait quoi à manger là? Des coquillettes. Tous les soirs? Ouais. Ça, c'est bon. Avoir des figures paternelles, c'est important. Moi, je passe mon temps à rechercher des figures qui pourraient justement me donner le cap dans une époque troublée. Et ça passe aussi par
par une esthétique. Oh, incroyable! Quand il vous a dit qu'il voulait se faire pousser la barbe, vous étiez d'accord? Plus que d'accord. Plus que d'accord, sans barbe, on dirait un bébé. La barbe, c'est plutôt quelque chose pour se vieillir. C'est-à-dire, on le trouve vraiment dans ses mouchoirs, hein. Avoir l'air plus vieux que ce qu'on est pour être pris au sérieux, avoir enfin une vraie identité, ne pas être pris pour un petit garçon, etc. Excusez-moi, je suis Marc Châtaigne, enfin je voulais savoir pour mon stage. Écoutez, cher monsieur, je crains que vous arriviez trop tard pour choisir votre affectation. Je viens de les attribuer. Pour valider votre stage, m'écrire un rapport. Vous me l'amenez, je tamponne, je valide l'année, et à vous la vie professionnelle. On peut penser que cette première barbe, signe de maturité, signe de vieillesse, signe de sagesse, a été du coup investie par cette jeunesse qui se sentait insuffisamment prise au sérieux, ce qui répond d'ailleurs à des problématiques socio-économiques tout à fait réelles, hein, de la place de la jeunesse dans le monde occidental, que ce soit en termes d'accès à l'emploi, accès à un appartement, etc., etc. Donc tout ce qui fait adulte, tout ce qui fait grand, eh bien moins on a accès à tout ce qui fait grand, et plus on va se rabattre sur les signes extérieur de l'adulte. Et en l'occurrence, on va se saisir de la barbe. Et ce qui est important, c'est de voir le rôle que tient le poil et la barbe dans les rites de passage masculins. Il faudrait presque rappeler ce qu'était la depositio barbae dans le monde romain, où le premier rasage et les premiers poils étaient offerts soit au dieu Lare, soit à Jupiter, et à ce moment-là, une fois que ce premier rasage avait été effectué, l'individu prenait la toge virile, c'est-à-dire passait du côté, si vous voulez, des adultes mâles, contrairement à ce qu'il était auparavant. Pour la jeune génération politique, une chose est sûre, pour accéder aux plus hautes fonctions, on finit toujours par rentrer dans le rang. Oui, monsieur Macron, faire ça devant la presse comme si c'était un spectacle, c'est pas aller un peu trop loin finalement? Eh bien écoutez, c'était un engagement que j'avais pris avec le président pour justement aider ce secteur qui commence justement à décoller. Je le tiens, ça ne me coûte absolument rien. Voilà. Si, justement, une balafre et un peu de crédibilité. Pour être bien, pour être mieux, pour aller plus loin. S'il faut encore se raser pour paraître crédible, c'est que le glabre, dans notre imaginaire collectif, est synonyme de pouvoir. Car comme le chewing-gum ou le blue jean, il est le fils de la puissance culturelle dominante, les États-Unis d'Amérique. Dans les réflexions autour de la barbe, King Cramp Gillette, Monsieur Gillette, est un personnage incontournable. On se trouve aux États-Unis à la fin du 19e siècle. C'est un socialiste utopiste. Il écrit des livres, il veut changer la société. Et en 1894, il écrit un bouquin qui s'appelle Human Drift, la dérive humaine. Et dedans, il dénonce tout simplement la dérive du capitalisme. En gros, il voit vers quoi on se dirige. Oui, on est dans une époque de progrès social, de progrès économique, de progrès technologique, où tout semble possible. Mais il reste ce problème de la nature, le poil qui pousse sur les joues et le menton. Et Gillette se dit, il n'est pas normal que des gens ne puissent pas se raser et que systématiquement, naturellement, ils restent inférieurs quand le dominant, le patron, le col blanc, le contremaître, enfin peu importe qui il est, lui peut se raser parce qu'il peut payer le barbier, parce qu'il a le temps. Pourquoi l'ouvrier, lui, ne pourrait pas ? C'est ainsi que Gillette invente le rasoir à lame jetable baptisé rasoir de sûreté. Vendu comme un jeu d'enfant, il participe à la construction d'un homme moderne toujours à la pointe de la technologie. Quand les États-Unis entrent en guerre en 1917, Gillette fait fortune en vendant le Khaki 7 au gouvernement américain qui fournit le nécessaire de rasage avec l'uniforme. 36 millions de lames partent en Europe avec les soldats. Après-guerre, porter la barbe est considéré comme ringard. Le modèle de l'homme glabre s'impose auprès des cols blancs. Ironie du sort, Gillette est devenue une des plus grandes puissances industrielles au monde et un symbole du capitalisme. Pour comprendre la nécessité tout au long du XXe siècle de se raser, il faudrait presque mobiliser Michel Foucault, la biopolitique, c'est-à-dire cette nécessité des dominants de tout contrôler, la vie des uns, des autres et même le corps. Mais c'est notre quotidien, hein.
Dès qu'on est malade, la carte de sécu, tout est contrôlé, on ne peut pas faire n'importe quoi. Et au XXe siècle, cette domination atteint son paroxysme avec une uniformisation des individus. Le caractère glabre des années 80-90 et de toute cette classe pleine d'aspiration à la réussite, à l'argent et à l'abnégation totale à l'entreprise, c'est assez intéressant parce que finalement, il y a un lieu où on va retrouver ce côté lisse, c'est au niveau architectural en fait. On va avoir des sièges d'entreprise totalement déserts, juste animés de plantes vertes, des canapés et puis du verre partout. Or, qu'est-ce que c'est le verre, la vitrine, etc. C'est justement quelque chose qui n'a aucune aspérité. Tout à coup, les espaces deviennent indistincts les uns des autres, on ne sait plus dans quelle pièce on est, on se prend des portes dans la figure parce qu'on ne voit même pas qu'il y a une porte tellement elle est transparente. Dans le glabre des visages, il y a ça. C'est l'anonymat, l'interchangeable, les identités se croisent, se mêlent, mais se mêlent dans l'indistinction. Et peut-être que la barbe, ce qu'elle permet, que ce soit en termes générationnels, religieux, social, économiques, géographiques, c'est justement de redire « moi je suis là ». Je me souviens des attentats du 11 septembre et puis de toute l'iconographie qui en a découlé, notamment liée au barbu, avec Ben Laden en vitrine première. C'était crispant pour la communauté musulmane qui savait d'ores et déjà, en tout cas dès les premières images, qu'elle allait en pâtir de cette mauvaise publicité, c'est le moins qu'on puisse dire. You can see this death squad around me. We want you to surrender yourself to us. Otherwise, we will hit you from where you would never reckon. C'est une révolte contre l'ordre établi en Occident et quelque chose qui apparaît tout à fait comme le contrepoint des Twin Towers. Si vous voulez, la grotte, c'est véritablement l'opposé de ces Twin Towers, avec ce personnage barbu et avec une barbe ample, touffue, qui contraste très nettement avec ces hommes lisses qui travaillaient dans les Twin Towers. Cette barbe, si vous voulez, elle évoque la barbe de Castro ou la barbe de bien d'autres révolutionnaires du XXe siècle. Une révolte contre l'ordre établi, contre Gillette, si vous voulez. Plus de sens que les lunettes à Paul Naref et sur un prof de science. Elle symbolise la sagesse, elle. Ce n'est pas sa taille qui fait la valeur d'un homme, ni sa présence qui me fait vendre des albums. Camouflage pour une partie du visage, elle est bien souvent de façon falche dans les braquages. On n'y voit qu'un signe ostensible de foi, et portée par une femme, elle devient phénomène de foire. Ses reflets rouquins sentiront le roussi quand elle fera licencier les bagagistes de Roissy. J'ai été rappeur avant d'être religieux orthodoxe dans le sens de la pratique. Ce qui fait que mon esprit de provocation a toujours pris le pas et le dessus. Ce qui fait que quand je reçois les images de Ben Laden, des talibans, du Mollah Omar, etc., je pressens justement le climat de peur qui va s'installer. Sauf que je me dis, je ne veux pas y céder à ce climat de peur en rentrant chez moi et en ayant le premier réflexe de sortir un rasoir et de me raser pour me fondre dans la masse. Au contraire, je sais très bien que ce climat va installer la peur et ça va être à mon tour justement, ça va être mon rôle, de ma responsabilité de montrer qu'il y a un autre type de musulman dans ce monde et qu'il va falloir batailler pendant longtemps pour le prouver. Otage de Kedab et d'amalgame. Si la bine fait pas le moine, elle ne fera pas l'imam, non. Accuse à tort tous les boulets rien du bout du monde. Quand tu te l'imagines sur le bout d'une bombe, potentiel coupable de son port, moi je le plaide. Elle est du poil à gratter dans le col de ce bled. J'avance, une coupe afro sous la mâchoire, silhouette sur le pochoir, fourrure de panthère, couleur ponchard. J'ai évoqué l'idée de coupe afro sous la mâchoire
pour me raccorder à une tradition de militantisme qui est liée au mouvement des Black Panthers, au mouvement parfois radical dans leur position, des mouvements politiques qui dénonçaient voilà, les lois du marché, qui dénonçaient le capitalisme empirique. Voilà, je me suis raccordé à cette tradition. La barbe est un signe de révolte qui s'ancre aussi dans une tradition de gauche. Dans les années 50, quand Fidel Castro et ses barboudos prennent le pouvoir à Cuba, leurs barbes, qui ont poussé dans le maquis, deviennent le symbole de la lutte contre l'impérialisme américain. Aux États-Unis et en Europe, cette toison sauvage fait fureur chez les jeunes rebelles. Et le barbu ultime derrière tout ça, évidemment, c'est Karl Marx. Regardez comme la découpe des États révèle l'esprit d'un pays. Un esprit primaire. Regardez ces lignes droites, arbitraires et réactionnaires. Ici, par contre, regardez comme les limites des États respectent les montagnes, les rivières, bref, les hommes. Cela montre un esprit de justice et de générosité. Même les côtes. Regardez comme elles sont douces ici. Regardez-là comme elles sont découpées et complètement agressives. On pourrait presque faire une analyse de densité de poils selon l'attachement au communisme. Bon, Marx, pas de problème, elle est énorme. Trotsky, il a du poil, il n'y a pas de souci, il a de la barbe. Lénine, un peu moins. Lénine, ça commence à devenir calme. Bon, Staline, c'est juste la moustache. Et après, ça disparaît. Chez les dirigeants communistes, en Union soviétique, il n'y a plus tellement de poils. Donc peut-être que l'attachement à un communisme réel s'estompe au fur et à mesure que le poil disparaît. Et dans l'Amérique pas franchement communiste des années 60, il faut se raser et c'est mieux vu. Le film de Scorsese, je trouve qu'il met vraiment en scène de quelle manière la mise en conformité sociale liée au poil et aux hommes à cette époque-là, l'obligation qui leur était faite de se raser, eh bien, c'était une violence symbolique énorme qui traitait leur identité comme un déchet, en fait. Après, il est clair que c'est un film qui est encore plus politique que ça, puisqu'il s'inscrit dans le contexte de la guerre du Vietnam, et que la lame de rasoir, c'est le signe distinctif des militaires, de la soldatesque américaine par rapport aux citoyens lambda. Donc en effet, il y avait à l'époque les rasés, grosso modo, et il y avait les autres, donc qu'on imaginait plutôt soit activement impliqués dans la guerre, soit complices de cette guerre par leur silence, continuant à vaquer dans leurs bureaux, leurs administrations, etc. Et à l'opposé, il y avait les révoltés qui étaient les hippies et dont le signe distinctif était la barbe et le cheveu. La journée, elle commence quand on sort du rêve, chacun dans sa chambre. Non, c'est pas vrai, c'est l'inverse. C'est l'inverse, c'est quand on rentre dans le rêve. Ouais, on sort la réalité, on rentre dans le rêve. À la fin des années 60, les hippies s'emparent de la barbe pour vivre une expérience politique, mais surtout pour partir à la conquête du bonheur, en s'opposant aux valeurs du travail et de l'individualisme. C'est un retour à la nature, matinée de drogue et de rock'n'roll qui commence avec le poil. La barbe des hippies, si vous voulez, c'est une barbe qui n'est pas entretenue. Vous voyez comment, également chez les filles hippies, il n'y a pas le souci de s'épiler les poils des jambes. Il y a véritablement derrière tout ça une sorte d'idéologie écologiste, pourrait-on dire. Il y a aussi cette idéologie du laisser-aller, et non pas, si vous voulez, de cette revanche permanente qu'ont la plupart des hommes contre leur statut animal, en fait. Alors, le hipster avec sa chemise en lin, son vélo hollandais, sa cuisine sans gluten et sa barbe fleurie. Ce serait le comeback du hippie à l'heure des nouvelles technologies ? Cette barbe, elle concerne ce petit goût de nature que les urbains voudraient réinjecter dans leur ville et dans leur vie, au même titre que les jardins partagés, les murs végétalisés, etc., etc.
Je cultive mon petit jardin local, donc je vais manger bio, je vais essayer de consommer local, etc. Mais en même temps, tout ce mouvement, c'est ce qu'on pourrait appeler une révolution douce, c'est on ne croit pas à la possibilité de changer le système, pas du tout. Par contre, on va marquer que chaque individu peut prendre ses responsabilités et qu'à lui tout seul, si on est plein d'individus à faire ça, en s'agglomérant les uns les autres, on va pouvoir peut-être pas changer le monde, mais le rendre un peu moins mauvais. Aujourd'hui, j'aurais du mal à considérer que le retour de la barbe sur le visage des jeunes les rend particulièrement rebelles et révolutionnaires. Je pense qu'on est dans une société assez conformiste. La barbe se développe par conformisme. Elle n'est pas... le hipster n'est pas le hippie contestataire. D'ailleurs, le hipster est parfaitement installé dans la société contemporaine. Il vit en général dans les centres-villes, des villes aisées. Le hipster à la campagne, le hipster des champs, je ne connais pas. C'est plutôt dans le monde urbain. Il est lié aux startups, c'est-à-dire quand même à un capitalisme qui reste un capitalisme, même si c'est un nouveau visage. Et parfois, même le business de niche du hipster fait école et se transforme en chaîne internationale à l'image de Big Fernand, les hamburgers à la française, aujourd'hui vendus à Dubaï, New York ou Hong Kong. Ici, la barbe est évidemment un argument marketing central. Quand tu passes l'entretien pour te vendre un petit peu et faire valoir tes qualités, si ta barbe c'est un plus, ils te le font sentir. Voilà, non, c'est la marque de fabrique du restaurant, c'est la moustache. La barbe, le côté franchouillard, la chemise à carreaux, le tablier. Donc c'est un petit plus. Par rapport aux hippies aux années 60, tu avais quand même un imaginaire du travail qui était assez négatif. Enfin, l'idée c'était quand même d'en faire moins et de faire autre chose à la place, quoi. Aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Aujourd'hui, le type de réalisation qui est recherché, c'est le travail. Alors un type différent de travail que celui du modèle Gillette, mais un travail quand même. Peut-être que le hipster veut vivre ça, en quelque sorte, le montage de sa start-up, comme une aventure quand même très urbaine. My name is Jeremy. Some people call me the Tracker. I live in Williamsburg. I'm a photographer, a blogger, a freelance graphic designer, and most importantly, a GPS artist. I am doing something unique and inspirational. Without the shoes, I can't do it. They are my brain, but on my feet. And they also communicate with GPS signal. Think about this. Everyone, and I mean everyone, is somewhere, right? I'm not really sure where we are. The shoes were supposed to tell me where we were, but they're not. It's calibrating. Shoes, position. Dans la barbe, il y a aussi l'idée, souvent dans cette barbe qui n'est pas blanche, l'idée d'aventure. Mais là, c'est une aventure parfaitement disciplinée, parfaitement domestiquée, donc entretenue, avec la tondeuse à sabots, ointe, parfumée, lustrée, pour qu'elle ne pique pas trop. Donc il y a à la fois de l'aventure, mais en même temps de la discipline. On a cette barbe hirsute, donc là je pense notamment au film Into the Wild, où en effet la réapparition de la barbe chez le héros coïncide avec la reconstruction pour lui d'un lien avec technique, parce qu'il ne faut pas oublier ça, c'est que le rasoir, la tondeuse, etc., c'est autant d'outils fabriqués de mains d'hommes pour contrevenir au poil. Donc quelque part, arrêter de couper, arrêter de tailler, etc., c'est bien affirmer que ça y est, on en a fini avec la civilisation. Aujourd'hui, on le sent tous, hein, on est dans une période un peu d'incertitude, on ne sait pas trop où on va. Il est compliqué le monde, hein. On n'a pas une vision évidente de l'avenir grand, radieux. Donc se chercher, c'est peut-être revenir aux fondamentaux. Le poil fait partie de ces fondamentaux. Il y a cette notion que les historiens aiment beaucoup qui s'appelle l'invention de la tradition. C'est très simple, c'est-à-dire que dans les périodes où tout va bien, on peut se permettre les petits changements et les innovations. Dans les périodes où ça va mal, on invente la tradition, c'est-à-dire qu'on fait ressortir ce qu'il y a de plus carré, de plus solide, parce que ça au moins ce sont des valeurs sûres. La barbe, peut-être une valeur sûre, parce que c'est pas de la nouvelle technologie, c'est la nature. Donc bon,
On va dire que, éventuellement, dans cette période d'incertitude, le poil est rassurant.